de Pierre aujourd'hui, deux films. Et on commence par le premier, Situation amoureuse, c'est compliqué. Situation amoureuse, c'est compliqué. Alors derrière ce titre, faisant allusion à l'état relationnel et sentimental qu'affichent certaines personnes, souvent avec une once de fanfaronnerie sur leur profil Facebook, se cache en réalité une rom-com réalisée par Manu Payet et Rodolphe Loga. Une once de fanfaronnerie quand même, j'adore. C'est ça, Ouais, voilà. C'est C'est ça. Les gens qui mettent sur le profil Oui, Facebook, C'est compliqué. c'est compliqué. Mais je crois que c'est un statut même que tu peux avoir. C'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Ouais. tu peux mettre en couple, célibataire ou c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, donc ils ont pris ça, voilà, machin, etc. Donc c'est le premier film de Manu Payet à la réalisation. C'est un animateur de radio à la base sur Énergie. Il a également eu une carrière d'humoriste et de comédien, récemment dans Radio Star et Tout ce qui brille notamment. Et bien entendu, il joue aussi dans ce film. Et c'est aussi le premier film de Rodolphe Loga, puisqu'il réalise ce film à deux. Rodolphe Loga qui est cadreur de profession. On lui doit notamment l'image de Superchondriac au cinéma en ce moment ou de Blood Ties récemment. Et pour un double premier film, première chose à dire, c'est que c'est plutôt réussi. Alors je ne suis pas le seul à le dire, puisque le film a eu le grand prix du jeune festival de la comédie de l'Alpe d'Huez. Ça te fait rire que ce que je dis? Tu ne te sens pas seul, c'est bien? C'est Non, une voilà, bonne chose. on est plusieurs à le dire, parce qu'il a eu un prix. Il a eu un prix au Festival de la comédie de l'Alpe d'Huez, un festival qui commence à... Qui monte. Qui monte, Petit à ouais, petit, qui commence à avoir une certaine renommée, en tout cas au niveau de la France, quoi. En même Plus temps, que l'Alpe l'année d'Huez, Ouais, quand Tchétchénie- qui monte beaucoup, quoi. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Oh, pas mal. Allez, notez celle-là. Bien joué. Alors en tout cas, le pitch de base est des plus classiques pour une comédie romantique. C'est l'histoire de Ben, d'un autre Ben. Non, Benjamin, t'as C'est joué. marrant, il s'appelle Alors, souvent Ben. Oui, dans il ces s'appelle films. souvent Ben, et donc là je vais dire souvent Ben, donc ce ne sera pas toi que je vise, Voilà. la plupart du temps en tout cas. Donc c'est l'histoire de Ben, Non, Benjamin. On arrête. qui est joué par Manu Payet, qui a 30 ans et qui est sur le point d'épouser Juliette. Ils s'aiment, c'est génial, sauf que à une semaine du mariage, Ben retombe sur Vanessa, la fille dont il est secrètement amoureux depuis le collège. Elle vient d'arriver Mais à pas à Paris. la radio, Pierre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Mais tu peux pas balancer ma vie comme Bon, ok, c'était pas drôle, pardon. Voilà, je savais que cette blague allait arriver, c'est pour ça que j'avais prévenu, Ouais, mais elle est quand même très arrivée. belle Ouais, mais anticipation. n'empêche, je t'ai eu quand même parce que tu m'as regardé. avec une Ouais. tête, Je me dis ou quoi, qu'est-ce qu'il parce que raconte j'ai- là Ah ouais, mais bien joué. Bah, continue. Voilà. Peut-être En tout cas- on fait un petit... En tout cas, Ben, non. Oui, Ben, donc, Ben. Donc Ben. retombe sur Vanessa, la fille dont il est secrètement amoureux depuis le collège. Elle vient d'arriver à Paris et elle ne connaît que lui. Et problème, évidemment. Pourtant, Alors, Paris, vous- c'est grand, mais bon, bref. Voilà, c'est ça. Pourtant, mais elle ne connaît que lui. C'est bête. Ou c'est bête ou c'est pas bête. Ou c'est elle qui est Voilà. bête, peut-être. Du coup, elle a pas d'amis. Mais elle est américaine en fait, mais bon, bref, peu importe. Ok. Voilà, Ah, en c'est tout ce que cas, je dis. Bon, bref, on va continuer. en tout cas, on se doute de ce qui va se passer par la suite. On peut le dire, l'histoire est plutôt cliché, et ne parlons pas des noms des personnages. Ben, franchement. C'est pourri ça, mais comment on peut appeler un personnage comme ça, quoi? Je sais pas, mais même un enfant. Bon, Ouais, bref. c'est vrai. Il y a pire, la fille se fait appeler Vanessa, quand même, on se croirait dans un épisode... Dans les minicums. On se croirait dans les minicums, dans Vanessa. KD2A, ouais. KD2A complètement, aussi, ouais. ouais. Vanessa. Et pourtant, c'est vraiment pas mal. Pourquoi? Déjà parce que c'est vraiment bien écrit. Si on rit pas toujours aux éclats, l'humour fait plutôt mouche, c'est prenant et les personnages sont plutôt attachants. Ensuite, c'est très ingénieux de mise en scène et diablement moderne. Payet et Loga ont su prendre le meilleur ou presque de l'humour canal, l'humour de Francis Weber et celui des comédies américaines. Ils ont mixé les trois pour un résultat vraiment bien, souvent surprenant et avec peu de temps mort. Ensuite, le film doit beaucoup à ses comédiens, Manu Payet d'abord, qui est vraiment très bon, mais aussi Anaïs Demoustier, qui a là son premier vrai rôle comique, on l'avait vu dans Thérèse d'Esquerou ou dans Les Neiges du Kilimandjaro, et prouve que dans le genre, elle avait déjà un peu expérimenté le genre comique dans Quai d'Orsay de Tavernier, où elle avait un petit rôle, et elle est très douée pour le comique aussi. C'est une actrice qui monte, cette Anaïs Demoustier, je pense qu'on va beaucoup en entendre parler par la suite. Surtout aussi, c'est un film qui est très riche en rôles secondaires assez géniaux et qui sont la vraie force du film. Jean-François Quéré, tout d'abord, qui est un humoriste et comédien encore peu connu, qui joue Sylvain, l'ami attachant, entre guillemets, comme on dit, Oh. de Ben, lourdingue, c'est pas de moi, attachant, c'est comme ça que Ouais, c'est dit, voilà, je n'ai pas inventé cette formule. Voilà, comme on dit, c'est l'ami de Ben, un peu lourdingue, mais sympa en fin de compte, et qui est très drôle, et un personnage qui est très vrai aussi. On a aussi Philippe Duquesne, pareil, un comédien génial, mais qu'on voit trop peu, ex-membre des Deschiens. Il joue là Armand, le futur beau-père de Ben. C'est un artiste peintre riche en fausses bonnes idées, comme organiser un buffet viking pour le mariage de sa fille, par exemple, et toujours fourré dans des histoires un peu bizarres. Un personnage vraiment à hurler de rire, le meilleur des personnages du film, joué vraiment à la merveille par Philippe Duquesne. Et il y en a encore d'autres, des personnages assez riches, très drôles et souvent très vrais. Et c'est ça la force du film aussi, c'est qu'on y croit, cette histoire, et ces personnages, et les passages émotions ne sont pas du tout dégoulinants et fonctionnent plutôt bien.
Certes, ça fait globalement plus sourire que rire à la renverse, mais certains passages, certaines situations et surtout certains personnages sont vraiment très bons. Certes aussi, c'est un film très bobo, ça se passe tout le temps à Paris, les protagonistes parlent ce vocable très particulier propre à cette ethnie de barbus à casquette de baseball, ils roulent en vélib et même en autolib, vous vous rendez compte ? Mais ce n'est pas très grave car c'est complètement assumé, il n'y a jamais dans le film de prétention de dire que tout le monde vit comme ces gens-là, et ça reste globalement un hipster modéré, je dirais. C'est pas du tout frime, et ça, tout ça les tourne même légèrement en dérision. Donc ça fonctionne plutôt bien et ça renforce même le comique du film. Et même si l'histoire est vraiment classique et laisse peu de surprises, on passe vraiment un très bon moment. Car c'est la mise en scène qui réserve des surprises bien plus que le scénario. Et pour moi, c'est pour l'instant la meilleure comédie de l'hiver. C'est bien mieux écrit et bien plus moderne que Superchondriac ou Le Crocodile du Botswana. Vous vous souvenez, j'ai pas trop... Très bon film, 3 sur 10, magnifique. Voilà. Et franchement, c'est pas mal et ça mérite un 7 sur 10. Oh. Et je crois que c'est la meilleure note que j'ai mis à une comédie pour l'instant. Donc, Ah bah voilà, donc comme quoi tout arrive. voilà, donc c'est pas mal, franchement, si vous avez l'occasion. Ouais. T'as mis un combien? J'ai pas. Surtout, t'écoutes, toi, c'est il bien. est concentré, si, les gars. si, non, j'ai. Pourtant, j'ai c'est ton pas du film. tout. J'étais concentré sur la dernière phrase que tu disais, du coup, j'ai zappé La dernière phrase qui était Bah, maintenant, je suis en train de penser à la note, donc je pourrais pas te la ressortir de mot à mot, mais. Que- 7 sur 10. 7 sur 10. 7 7 sur 10, sur voilà. 10, ouais. Plutôt une bonne note. On va changer... Et ta dernière phrase était que tu avais nettement préféré ça, c'était plus moderne que les dernières comédies que tu n'avais pas aimées, notamment Le Crocodile du Botswana. Tout à fait. Oh là là, Bravo, oh là là bravo, là bravo. là. Et sans prompteur, s'il vous plaît. Ah, hein. non, Et mais Ah non, attends. mais quand même, Qu'est-ce que vous c'est croyez qu'il y en a là-dedans. Et enfin, on continue avec un autre film un peu plus sérieux cette fois-ci, puisqu'on parle d'un vieux film, on peut le dire, Voilà. c'est Fedora. Fedora. On peut faire des vieux films qui sont pas forcément sérieux, mais Mais celui-là est un peu sérieux. il est sérieux et léger en même temps. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est un film qui n'est pas sorti en salle. Enfin, il est sorti en salle en 1978. Il est même ressorti en salle le 21 août 2013 après avoir été présenté à Cannes en sélection Cannes classique. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pile aujourd'hui, vous applaudirez ce timing extraordinaire, n'est-ce pas ? Eh bien, le film sort pour la première fois en version entièrement remasterisée en DVD et Blu-ray. Alors ce film, c'est Fedora de Billy Wilder. C'est édité par le distributeur Carlotta Film, un distributeur à qui on doit une ressortie en remasterisé de beaucoup de chefs-d'œuvre du 7e art, dont ce film, Fedora. Alors Fedora, c'est l'avant-dernier film de Billy Wilder, un réalisateur surtout connu pour des films de l'époque de l'âge d'or d'Hollywood, des années 30 à 60, comme Certains l'aiment chaud, 7 ans de réflexion, Stalag 17 ou Boulevard du crépuscule, etc. Alors Fedora, ça raconte l'histoire d'un producteur américain de cinéma indépendant, Barry Detweiler, qui part en Grèce à la recherche de Fedora, une star absolue de l'âge d'or d'Hollywood, icône du glamour des années 30 à 50, et qui, depuis la fin des années 60, vit reclus dans une villa sur une île grecque, n'acceptant aucune visite, et vit avec pour seule compagnie son assistante, son majordome, son chirurgien esthétique et une étrange comtesse. Bien sûr, Barry Detweiler découvrira en même temps que le spectateur que si Fedora vit tellement reclus, c'est qu'elle a des choses à cacher. Alors Fedora, c'est un film plutôt méconnu de Billy Wilder, mais pourtant c'est un indispensable. Indispensable car il parle en creux de beaucoup de choses. Tout d'abord, du statut d'une star, une icône féminine glamour, d'une sex symbole comme on dirait aujourd'hui, confrontée au vieillissement. Comment faire quand tout ce qu'on est, tout ce pourquoi tant de personnes nous adulent, se résume à notre apparence et que cette apparence se dégrade. De Marilyn Monroe à Ava Gardner en passant par Marlène Dietrich, c'est le grand drame de ces actrices qui ne peuvent pas revenir sur scène marquées par les affres de l'âge car elles veulent laisser au souvenir le public des icônes de beauté qu'elles étaient. Mais l'autre problème, c'est que le public des années 70 ne veut plus d'elles. Et le vrai sujet du film est là. C'est la fin d'une époque. Tu vas parler de l'âge. Non, vas-y, continue. Oui, j'anticipe. Oui. Alors, comme Boulevard du crépuscule, l'autre film sur le cinéma de Billy Wilder, qui nous parlait de la fin du muet et de la disparition par cette occasion des stars du muet, Fedora nous parle de la fin de l'âge d'or d'Hollywood. Et pour comprendre ça, petit retour historique. Avec l'arrivée du parlant, puis de la couleur, l'industrie hollywoodienne vit ses plus belles années. Dans les années 30, d'immenses studios se construisent pour des films où l'esthétique est au centre de tout, qui coûtent très cher et qui sont souvent très impressionnants, comme Le Magicien d'Oz, King Kong ou Autant en emporte le vent. L'American Way of Life est souvent au cœur de l'intrigue, avec des westerns de John Ford ou John Wayne par exemple, mais aussi des comédies d'inspiration lubitchienne de Billy Wilder. On surnomme d'ailleurs parfois cette époque Hollywoodland. Et pendant cet âge d'or d'Hollywood, se crée aussi une espèce d'Olympe des réalisateurs et surtout des acteurs de cinéma, parmi lesquels on peut citer Marlon Brando, Marilyn Monroe, Cary Grant, Clark Gable, Vivian Leigh ou James Mason. Mais vers la fin des années 60, tout ce cinéma doré décline. Les productions se font faillite
et seuls les films de genre, science-fiction, horreur fonctionnent encore. Heureusement, une toute nouvelle génération de réalisateurs très jeunes, avec une toute nouvelle manière de faire des films arrive. Ils s'appellent George Lucas, Steven Spielberg ou Martin Scorsese. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent plus tourner avec les stars du passé, jugés trop glamour et trop chic. Ils préfèrent des acteurs et actrices de la nouvelle génération, jeunes et surtout proches des jeunes de l'époque. C'est Robert De Niro, Jack Nicholson, John Travolta ou Harrison Ford. On remarque aussi que le monde des acteurs devient de plus en plus viril et les actrices perdent leur aura. Si comme les hommes, elles ont de particulier qu'elles ressemblent aux femmes de l'époque, on peut citer Louise Fletcher, Liza Minnelli ou Olivia Newton-John, mais contrairement à leurs homologues masculins, elles ne font, à quelques exceptions près, souvent guère plus de 1 ou 2 films remarquables. Fedora se situe dans la transition entre ces deux époques, même un an après. À une époque où celles qui étaient des grandes actrices, comme Katharine Hepburn, peinent à tourner. Prenons un exemple, par exemple. Allez, exemple, c'est parti. Elizabeth Taylor, star absolue de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, touche en 1970 pour Las Vegas 2 couples de George Stevens, certainement un des derniers films de l'âge d'or des studios, un cachet d'1 250 000 $. En 1979, en plein Nouvel Hollywood, elle tourne dans Winter Kills pour à peine 100 000 $, après avoir enchaîné pendant 5 ans des téléfilms. Un destin que veut éviter Fedora dans le film de Billy Wilder, mais auquel est destiné Barry Detweiler, un producteur qui aurait pu devenir un David O. Selznick, si comme il le dit dans le film, les jeunes barbus n'avaient pas pris le pouvoir sur Hollywood. Maintenant, il peine à financer son projet de film. Exactement comme Billy Wilder pour ce film Fedora. En effet, Billy Wilder était une star absolue à Hollywood, mais quand il a voulu en 1977 financer ce film, il trouva partout à Hollywood porte close. Après des mois de recherche, c'est finalement la société allemande Bavaria GmbH et la SFP, la Société Française de Production, une ancienne société publique de production qui n'existe plus aujourd'hui, qui ont financé ce film, qui n'a donc rien d'hollywoodien, mais qui nous parle de ces héros déchus d'une époque révolue. D'ailleurs, le meilleur exemple reste celui de l'acteur qui joue Barry Detweiler. Il s'agit de William Holden, un acteur aujourd'hui plutôt oublié, et même en 78, peu de gens se souvenaient de lui, alors que c'était une star absolue dans les années 50, Oscar du meilleur acteur 54, un an après Gary Cooper et un an avant Marlon Brando. Alors ça parle de tout ça, en creux. C'est mis en scène comme un film de l'âge d'or d'Hollywood, mais avec les moyens techniques du nouvel Hollywood. Et puis ça reste un film très prenant, avec une intrigue mêlée d'humour qui peut faire penser à du Hitchcock, et sans trop en dire, ça réserve un twist final vraiment de grande qualité. Et en plus, le DVD et le Blu-ray de Carlotta Film offrent un remastering de grande qualité. C'est certes un peu inégal en fonction des plans, mais si vous avez un lecteur Blu-ray, allez-y, ça vaut vraiment le coup. La HD est vraiment très réussie. Et en plus, il y a plein de bonus, dont un documentaire très riche sur le film, un beau packaging avec une affiche remise au goût du jour. C'est peut-être un peu cher, c'est 20 €, mais si vous aimez le cinéma et que vous voulez faire une belle découverte, franchement, ça vaut le coup. Et puis s'il faut même mettre une note, je vais mettre un 9 sur 10, allez, Oh là là. au Blu-ray DVD comme au film. Oh, les deux. Oh. Voilà, c'est ça, c'est Oh là là. vraiment une C'est- belle réédition. Ouais. Double packaging, quoi. Tout à 9 sur 10, Voilà, c'est ça. 18 sur 20. Voilà. Voilà, ça c'est Voilà, pour c'est- les mathématiques. c'est les mathématiques. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Mais oui, donc Fedora. Fedora, Bon un film film, que bon je vous DVD. invite à voir si vous voulez un peu découvrir le monde du cinéma dans les années 70. Exactement, et un peu comprendre l'âge d'or et tout ça. C'est ça, on Hollywood, comprend machin. pas, c'est entre les lignes quoi. Ça reste quand même une histoire à la base celle d'un thriller psychologique vraiment très réussi. Voilà, on peut passer à côté sans que ce soit trop grave de cette histoire de l'âge d'or, du nouvel Hollywood, etc. C'est en creux dans l'intrigue, mais l'intrigue de base reste vraiment très prenante, vraiment. Ok, bah ça marche, écoute, c'est noté. On va faire une pause, on écoute Donna Summer, Hot Stuff, avec... c'est une chanson extrait du film Full Monty que tout le monde connaît bien, n'est-ce pas Benjamin? Ah oui. Voilà, toujours aussi concentré Benjamin. Mais je suis très concentré, je suis fan de Full Monty.